Merci beaucoup à tous d'être là. Merci au CERA pour cette invitation. Juste une chose, Michela, pas Michela, pardon. C'est juste une question. Alors, comme vous avez entendu, il ne vous a pas menti. Vous pouvez lui faire confiance. Je suis une femme et je suis italienne. Alors, ça, par l'accent, vous pouvez bien comprendre. En dépit de l'accent, je crois que vous allez pouvoir me suivre. Enfin, au moins, faites-moi confiance. Au fur et à mesure que le temps va passer, peut-être au début, je suis un peu crispée, mais après l'accent, ça va aller mieux. Alors, le thème d'aujourd'hui, la défiance gagne-t-elle notre société? Je pourrais dire que ma conférence est très brève en disant oui. Et partir, parce qu'effectivement, c'est un constat. D'ailleurs, une très récente enquête a été citée tout à l'heure par M. Mousset, réalisée par l'Institut des sondages BVA Opinion et les réseaux Gallup International Association, montre effectivement que les Français ont aujourd'hui la palme des plus pessimistes au monde. C'est comme s'il n'y avait plus de confiance en l'avenir. Et pour plusieurs raisons. Cette enquête a été détaillée, donc évidemment je ne vais pas vous en faire un résumé, mais juste pour vous donner quelques pistes, on dirait que les Français n'y croient plus en leur système scolaire, et effectivement quand on ne croit plus en l'école, eh ben, ça ne commence pas hyper bien dans un pays. Ils ne croient plus en leur système de retraite, ils se méfient des comptes publics et plus généralement de leur système économique. Donc il y a plusieurs raisons d'être inquiète, de se demander mais comment se fait-il, d'autant plus que, alors là il ne s'agit pas d'une enquête, il s'agit de quelque chose que nous avons tous vu, vécu ou observé de loin. La grande mobilisation contre la réforme des retraites était au fond rien d'autre qu'un symptôme de cette méfiance généralisée. Ce n'est pas un hasard non plus qu'au moment de l'éclatement de la crise financière et économique, vous vous souvenez tous, en 2008, il y avait un slogan qui revenait tout le temps, il faut que la confiance revienne. Alors, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, les présidents de la République, les responsables économiques, quand il s'agissait de prêter l'argent aux banques, c'était absolument, il fallait tout faire pour que la confiance revienne. Je ne peux pas dire que c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, parce qu'en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, exactement, paraissait un autre livre qui s'appelle « Extension du domaine de la manipulation », et qu'au fur et à mesure que j'écrivais ces livres, je m'étais rendu compte, effectivement, qu'il fallait proposer quelque chose. Alors, j'essaie de m'expliquer. Dans l'extension du domaine de la manipulation, j'avais essayé de déconstruire les langages du management, pour essayer de montrer les impasses, les problèmes, les paradoxes dans lesquels un certain management contemporain a tendance à nous mettre. Sauf que, en rencontrant les gens à partir de ces livres, il y avait souvent la même question. D'accord, peut-être vous avez raison, mais qu'est-ce que vous allez proposer pour sortir de cette impasse? Et donc, c'était à cette occasion-là que je me suis dit, bah oui, effectivement, il faut peut-être sortir de la déconstruction pour essayer de construire quelque chose et de proposer un point de départ, proposer un appui, quelque chose sur lequel pouvoir rebondir pour sortir de la manipulation, pour sortir de la peur. Donc effectivement, c'était au fur et à mesure que j'écrivais ces livres que j'ai eu l'idée ensuite de travailler sur la confiance. Mais c'est vrai que au moment de l'éclatement de la crise financière, la crise économique, j'étais confortée dans l'idée que c'était effectivement un thème et c'était en même temps aussi un défi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la confiance revienne. De quelle confiance parlons-nous? Est-ce qu'on peut décréter la confiance? Est-ce qu'on peut juste, en claquant les doigts, faire en sorte que du jour au lendemain, dans un pays où apparemment il n'y a plus de confiance, cette confiance puisse revenir? Et puis, comment penser la confiance? Est-ce que la confiance dont nous avons besoin, dont nous avions besoin en 2008, mais dont nous continuons à avoir besoin aujourd'hui, peut être pensée en termes de confiance compétitive? Et par là, je me réfère au modèle d'Alan Perfit, qui dans son fameux livre « La société des confiances » faisait une apologie du système anglo-saxon
qui poussait chacun à se dépasser constamment dans des, et je cite, entreprises risquées mais rationnelles. D'où l'idée de cette confiance compétitive, je crois à moi et à partir du moment où je crois en moi, je vais faire en sorte que les autres aussi puissent avoir confiance en moi et donc progressivement aussi en eux-mêmes. Alors, rien n'est moins sûr, au moins ce serait ce que je vais essayer de vous montrer. Mais pour vous donner un peu une idée de comment je vais procéder au fur et à mesure dans ma conférence, je vais la séparer, enfin je vais progresser en 3 temps. Dans un premier temps, je vais me focaliser sur les constats. Si on parle de la défiance ou de la méfiance, tout à l'heure j'essaierai de vous expliquer la différence parce qu'il y en a une entre défiance et méfiance, mais si on parle de la défiance, de quoi la défiance est-elle le nom? Constat que j'essaierai aussi de faire pour vous montrer non seulement comment nous sommes de plus en plus dans une sorte de méfiance généralisée, mais nous sommes aussi dans une société caractérisée par une peur grandissante. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer ce que la confiance n'est pas. Parce qu'avant de proposer ce qu'est la confiance, il faut probablement, enfin moi je crois, essayer de montrer ce qu'elle n'est pas. Parce que pour sortir de la méfiance ou de la défiance, il faut aussi ne pas se tromper et donc chercher d'aller dans la bonne direction et donc comprendre effectivement ce que la confiance n'est pas. Alors tout à l'heure je vous ai dit la confiance n'est pas une confiance compétitive, mais la confiance n'est pas non plus 2 choses sur lesquelles évidemment je vais revenir dans cette deuxième partie. La confiance n'est pas seulement une forme de contrat, même si pour revenir au slogan, on entend souvent parler des contrats de confiance. Vous vous souvenez tous la publicité de Darty. D'ailleurs, le titre du livre, Les contrats de défiance, a été choisi par mon éditeur qui voulait faire un coup de marketing, mais qui selon moi n'a pas bien visé, parce qu'au cœur de mon livre, il y a la confiance et non pas la défiance, mais peu importe. Donc la confiance ne coïncide pas, n'est pas une forme de contrat, mais la confiance n'est pas non plus, ou ne coïncide pas non plus avec la foi. Mais alors, qu'est-ce que cette confiance qui est à mi-chemin entre d'une part les contrats, nous sommes dans une société qui a tendance à contractualiser de plus en plus, et qui n'est pas non plus réductible uniquement à une sorte de foi, même si d'un point de vue étymologique, les mots confiance et les mots foi viennent d'une même racine, du latin fides. Dans un troisième temps, enfin, j'essaierai de développer ou d'expliquer ou d'avancer des hypothèses concernant ce qu'est la confiance, en commençant par vous dire qu'on ne peut pas parler de confiance si on n'envisage pas la possibilité d'un saut dans l'inconnu. À chaque fois que j'ai fait confiance, j'ai fait un saut dans l'inconnu parce que je me mets dans un état de fragilité et de vulnérabilité, parce qu'il y a toujours la possibilité que celui en qui j'ai confiance ou celui à qui je fais confiance puisse me trahir, puisse trahir ma confiance. Donc, pas de confiance sans un acte de foi, parce que dans les sauts, il y a un acte de foi, même s'il n'y a pas une coïncidence entre confiance et foi. Mais en même temps, et c'est là la différence par rapport à la foi, s'il s'agit bien d'un saut dans l'inconnu, c'est vrai aussi que ce saut dans l'inconnu doit pouvoir s'appuyer sur quelque chose de l'autre côté, c'est-à-dire sur une certaine forme de fiabilité de la part de ceux en qui nous décidons d'avoir confiance. Mais avant de venir au thème donc de la confiance, premier temps, les constats. D'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement d'un constat, mais il s'agit aussi d'essayer de comprendre pour quelles raisons la défiance gagne notre société et pourquoi cela pose des gros problèmes au niveau social, des gros problèmes au niveau économique, des gros problèmes au niveau politique.
Les constats. J'ai dit qu'il y a deux mots clés pour comprendre, au moins pour décrire la situation, la condition, la situation de notre société aujourd'hui, en particulier la situation française, mais pas seulement. Je dirai tout à l'heure quelques mots par rapport à l'Italie. Mais les deux mots-clés sont peur et méfiance. Mais alors, qu'est-ce qu'est la peur? Et pour quelles raisons il y a autant de peurs dans notre société? Eh bien, d'un point de vue très général, d'un point de vue aussi philosophique, la peur est tout simplement le sentiment d'être face à un danger. Et au fond, peu importe si ce danger est réel ou imaginaire, à partir du moment où j'ai peur, je suis sûre d'être face à quelque chose qui me menace. D'où l'idée d'un danger. Évidemment, dans la peur, il y a deux côtés. Il y a un côté positif, parce que si j'ai le sentiment d'être face à un danger, j'ai tendance à essayer de mobiliser mes ressources intérieures, ce que j'ai à l'intérieur de moi, pour pouvoir dépasser l'obstacle, pour pouvoir dépasser les dangers, pour aller de l'avant, pour aller au-delà de ce qui me fait peur. Mais il existe aussi un côté négatif, car parfois, quand nous avons peur, nous n'arrivons justement pas à mobiliser nos ressources intérieures, nous restons empêtrés dans la peur qui devient ou qui peut devenir progressivement une sorte de panique. Et quand on passe de la peur à la panique, le résultat est la paralysie. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, que Montaigne, le philosophe, avait décrit d'une façon très subtile en disant que la peur, tantôt nous donne des ailes aux pieds, tantôt elle nous cloue au sol. Donc, elle nous donne des ailes aux pieds parce qu'il nous aide justement à aller rechercher les ressources que nous avons à l'intérieur de nous pour rebondir. Mais tantôt, si elle devient une sorte de paralysie, eh bien, tantôt elle nous cloue au sol et donc nous nous trouvons face à l'incapacité de réagir et donc d'aller au-delà de ce qui nous fait peur. D'autant plus qu'aujourd'hui, parce que ça c'était une définition très simple et très générale de la peur, nous sommes aussi face à une tendance assez généralisée à instrumentaliser la peur, parce que la peur c'est un sentiment tout à fait humain. Nous avons tous peur. Comme disait Aristote, le courage ou les courageux n'est pas celui qui n'a jamais peur, mais celui qui, en dépit de la peur, arrive à aller de l'avant, arrive à mener son combat contre les dangers. Donc nous avons tous peur en tant qu'êtres humains. Mais là où ça commence à devenir un peu plus compliqué, justement parce que c'est là qu'on peut tomber dans l'impasse, dans la paralysie, c'est quand on a tendance à instrumentaliser la peur. Et là, on a un autre philosophe, cette fois-ci philosophe de chez moi, Machiavel, qui avait très bien expliqué cette question de l'instrumentalisation de la peur en disant que celui qui contrôle ou celui qui arrive à contrôler la peur des autres devient maître de leur âme. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je crois que cette maxime, cette idée que Machiavel nous avait bien expliquée est en train d'être prise au pied de la lettre. C'est-à-dire, on a le sentiment de plus en plus qu'on agite devant nous les chiffons rouges pour faire en sorte, effectivement, que cette peur-là nous paralyse parce qu'il est beaucoup plus facile nous faire faire ou nous faire dire des choses quand nous avons peur. Alors, comment ne pas songer, je ne vais pas faire trop de références politiques, mais comment ne pas songer à la montée du Front National qui ne fait rien d'autre, en fait, qu'instrumentaliser cette peur, et notamment la peur des autres. Ne serait-ce que parce que l'autre, en tant que tel, avec un grand A, est celui qui, par excellence, nous terrorise. Parce qu'en tant qu'autre, en tant qu'étranger, mais plus généralement en tant qu'autre, l'autre est différent. Et en tant que différent, il menace notre intégrité, notre identité, car il a tendance à renvoyer à ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. Chacun de nous n'est pas juste un bloc monolithique. Quand on songe à l'identité personnelle, on ne peut pas penser à quelque chose de tout à fait monolithique, de compact, qui ne bouge pas. Nous sommes un assemblage des parties, et dans cet assemblage des parties-là, il y a toujours quelque chose d'inconnu, l'inquiétante étrangeté, parce qu'évidemment, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur.
je est un autre. Vous le savez bien. Mais si je est un autre, qui suis-je quand je suis en train de me regarder dans un miroir et que je vois autre chose que moi-même? Eh bien, c'est ça exactement l'effet qui nous arrive quand nous sommes confrontés à l'altérité. Alors, là encore, rien de plus normal qu'avoir peur de l'autre, qu'avoir peur de l'altérité. C'est beaucoup moins normal d'instrumentaliser cette peur, car dans l'instrumentalisation, et c'est là la chose qui m'intéresse, dans cette instrumentalisation-là, il y a quelque chose qui se fige, et donc nous n'arrivons pas à réagir, nous n'arrivons plus à bouger, nous n'arrivons plus à envisager l'avenir. À côté de cette peur, ça c'était les premiers éléments, à côté de cette peur, il y a aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai appelé tout à l'heure, la défiance. Et pourquoi je parle de défiance, même si dans les langages communs, on a plutôt tendance à parler de méfiance. Parce qu'en fait, quand on parle de méfiance et de défiance, on ne parle pas exactement de la même chose. Il faudrait s'imaginer les trois termes, méfiance, confiance et défiance, comme l'une après l'autre. Dans le sens où la confiance, elle est nécessaire pour pouvoir faire en sorte qu'une société tienne. Elle est nécessaire au lien social, elle est nécessaire au vivre ensemble. En même temps, quand je parle de confiance, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, je ne parle pas d'une confiance aveugle. Je vais y revenir tout à l'heure, mais là c'est juste pour vous expliquer la différence qui existe entre méfiance et défiance. Elle ne doit pas être aveugle, car si elle est aveugle, elle risque d'être une sorte de naïveté. C'est d'ailleurs ce qu'il nous a expliqué très bien un philosophe, cette fois anglais, John Locke, en disant que si le trust, c'est le mot anglais pour dire confiance, est à la base de nos sociétés démocratiques et libérales, c'est vrai aussi que cette confiance-là ne doit jamais être aveugle et là, elle doit toujours être vigilante. Alors, la méfiance représente cette vigilance-là vis-à-vis d'un pouvoir qui, à partir du moment où reçoit la confiance des citoyens, peut toujours avoir tendance à la trahir. Donc, il faut lui faire confiance, parce que si on n'a pas confiance dans les pouvoirs politiques, rien n'est possible, mais en même temps, il faut rester vigilant, car, ce qu'il disait Locke, les citoyens doivent toujours garder la possibilité de retirer la confiance donnée si cette confiance a été trahie. Et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à la théorie philosophique de Hobbes, qui en revanche envisageait les rapports entre citoyens, entre gouvernés et gouvernants, en termes de confiance aveugle, au point qu'il y avait au fond un désintérêt des individus à partir du moment où on avait envisagé les détenteurs de la confiance étant les tyrans. Donc, confiance, mais en même temps, confiance avec vigilance, ce qui nous ramène à la méfiance. La méfiance, en tant que telle, n'est pas mauvaise, parce que ça nous permet de nous protéger. La défiance, à la différence de la méfiance, interviennent à partir du moment où la confiance a été trahie. C'est-à-dire, c'est parce que la confiance que j'ai faite, parce que la confiance que j'ai donnée à quelqu'un n'a pas été honorée, n'a pas été respectée, que du coup, il y a la tendance à se refermer sur soi, à clore portes et fenêtres et à devenir défiant. Et à partir du moment où on est dans la défiance, il est extrêmement difficile de s'ouvrir à nouveau à une nouvelle forme de confiance. Et donc, c'est justement la défiance, trahison de la confiance, promesse non tenue, je vais y revenir, qui caractérise aujourd'hui notre société. D'ailleurs, c'est une défiance que nous ressentons à peu près tous, je ne me mets pas en dehors du lot, vis-à-vis de la politique ou des hommes politiques, vis-à-vis de la communication et plus spécifiquement des médias et des journalistes, vis-à-vis du système économique, des banques, des chefs d'entreprise, etc. Il y a une défiance qui, cela dit, est très dangereuse parce qu'à partir du moment où on est trop dans la défiance, quels sont les risques? Parce que jusque-là, je n'ai fait que décrire. Mais quels sont les risques? Parce qu'on pourrait se dire,
après avoir été trahi, après autant de promesses non tenues, pour quelles raisons faudrait-il retrouver une sorte de confiance? Pour quelles raisons faudrait-il s'efforcer? Parce que nous le verrons tout à l'heure, la confiance est aussi le résultat d'un effort. Tout simplement parce que les risques, si on reste dans cet état de défiance, est d'être happé par ce qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de théorie du complot. Alors, vous avez tous entendu cette tendance au complotisme qui n'est rien d'autre qu'une tendance à la paranoïa générale, c'est-à-dire à la tendance qu'on constate de plus en plus à douter de tout, à douter de tout le monde. D'ailleurs, ce qui caractérise les théories du complot, c'est ce qu'on pourrait appeler les doutes systématiques. On doute de tout systématiquement et on n'en sort jamais. Ce qui est très différent par rapport au fameux doute méthodique que nous en France, enfin vous en France, vous connaissez bien, c'est-à-dire les doutes de Descartes. Alors, Descartes, évidemment, a été le père du doute, mais d'un doute méthodique dont la visée était de sortir au bout d'un moment du cercle du doute pour arriver à fonder et à bâtir la connaissance. D'ailleurs, si vous vous souvenez, le mécanisme de Descartes est très simple. Je doute, je pense, je suis. C'est parce que je doute qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure que je doute, je me rends compte que je suis en train de penser. Et ce n'est qu'à partir du moment où je me rends compte que je suis en train de penser que je peux aussi arriver à la certitude de ma propre existence. Donc, c'est un doute méthodique qui est là pour fonder la connaissance. Les premiers buts de Descartes étaient fonder la connaissance, mais qui deviennent aussi à l'intérieur de son système la pierre des touches de notre propre statut en tant qu'être. Donc, une construction aussi métaphysique et ontologique pour fonder l'existence de chaque individu. Donc, Descartes, évidemment, nous montre l'importance du doute pour ne pas être dupe, pour ne pas rester prisonnier juste de ce que les autres nous ont dit, juste de ce qu'on peut entendre. Il faut pouvoir faire en sorte que notre esprit critique s'exerce. Mais en même temps, Descartes avait aussi comme ennemi d'un point de vue évidemment théorique, les sceptiques, c'est-à-dire ceux qui avaient tendance après à rester enfermés à l'intérieur du doute et donc qui ne visaient pas à en sortir. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle on a tendance à se trouver aujourd'hui. Parce que face à cette défiance que nous ressentons, les risques est grand de se retrouver piège après de cette théorie du complot. Ce n'est pas un hasard que le complotisme est en train de monter. Il suffit de penser à ce qui se passe sur Internet, des groupes de gens qui ont tendance à remettre tout en question sur des thèmes aussi différents comme les attentats du 11 septembre ou par exemple les risques des pandémies grippales. Alors évidemment, tout n'est pas clair. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre comme argent comptant tout ce qu'on nous dit. Mais c'est une chose d'avoir, et là je reviens à la question de la vigilance, c'est une chose d'être vigilant, c'est une chose de douter. Par exemple, les Français ont fait preuve d'une vigilance, mais moi je dirais aussi intelligente, quand il était question de la possibilité d'une pandémie grippale H1N1, parce qu'après la pandémie n'a pas eu lieu et on s'est rendu compte qu'il y avait derrière la nécessité de pouvoir mettre en place tout un système pour les vaccins, etc. Mais en revanche, c'est où qu'interviennent les complotismes? Quand on lit par exemple sur l'Internet que les virus H1N1 auraient été une création des laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui aussi, c'est en plein actualité. On a vu tout ce qui s'est passé avec les médiators. Donc évidemment, il y a de multiples raisons de se méfier. Mais de là à ne plus vouloir se soigner, parce que vous avez vu qu'il a été fait une liste qui circule sur Internet, à l'intérieur de laquelle il y a aussi des médicaments qui sont importants pour les gens qui ont par exemple un cancer, eh bien, à partir du fait et du constat tout à fait juste et réel qu'il y a eu un abus
de notre confiance, ça ne justifie pas l'effet de ne plus croire à la possibilité que la médecine puisse nous aider pour dépasser des problèmes liés à notre santé. Par rapport aux attentats du 11 septembre, c'est exactement la même chose. Tout n'est pas clair par rapport à la dynamique, mais de là à arriver à nier l'existence même des attentats, comme certaines ont tendance à faire aujourd'hui, ceux qui rentrent à l'intérieur de cette paranoïa des théories du complot, évidemment, il y a une énorme différence. Parce qu'à ces moments-là, quand on rentre à l'intérieur du doute systématique, il n'y a plus aucune possibilité de croire en qui que ce soit, de croire en quoi que ce soit, et de pouvoir fonder un savoir sur lesquels s'appuyer pour ensuite redémarrer, pour ensuite construire quelque chose d'autre, pour ensuite bâtir aussi ce qu'on appelle les liens sociaux. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles cette défiance a monté autant? Parce qu'encore une fois, jusqu'à maintenant, je n'étais au constat. Quelles sont les raisons qu'on peut essayer de donner pour expliquer cette défiance? Eh bien, les raisons sont multiples. Il y en a certains qui sont, moi je dirais, d'ordre structurel. Je vais vous expliquer pour quelles raisons. Il y en a certains d'ordre plus théorique, et il y en a certains d'ordre idéologique. Donc, je vais essayer de vous donner un certain nombre de raisons. Quand je me réfère aux raisons structurelles, c'est que, en dépit de tout, nous avons assisté à un véritable changement des paradigmes au niveau de la société. Il y a eu un changement progressif qui s'est définitivement réalisé dans le XXe siècle, mais qui avait commencé, comme j'essaierai de vous dire, même si brièvement, au XVIIIe siècle, dans le sens où on est passé d'une société qu'on pourrait qualifier de façon générale comme la société de l'honneur, où la notion de loyauté était une notion centrale, à une société qui non seulement a tendance à mépriser toute forme d'honneur, mais qui a remplacé la loyauté par l'intérêt. Qu'est-ce que je vais dire par société de l'honneur, loyauté et l'effet que tout cela a été remplacé par la question de l'intérêt? Eh bien, jadis, je ne vais pas vous faire une histoire évidemment parce que ce serait trop long, j'essaie de reparcourir les étapes les plus importantes dans mon livre, mais on pourrait dire que jadis, il y avait cette idée que la confiance représentait ou était une forme de crédit moral, dans le sens où il y avait un couple, enfin il y avait deux notions qui allaient de pair, l'effet de faire confiance et l'effet d'inspirer la confiance, dans le sens où confiance et fiabilité étaient strictement reliées. Et pourquoi confiance et fiabilité étaient strictement reliées? Tout d'abord parce qu'il y avait la valeur de la parole donnée. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai donné ma parole, la parole que j'avais donnée avait de la valeur et donc la parole avait la valeur d'un acte. Dans le sens où elle nous engageait. Et pour quelle raison elle nous engageait? Parce que ceux ou celles qui ne respectaient pas la parole donnée, au fond, étaient ceux et celles qui n'étaient pas ou qui n'étaient pas capables d'avoir à l'esprit l'importance de leur propre honneur. C'était de leur honneur qu'il s'agissait. Alors, il y a plusieurs anecdotes qu'on pourrait raconter. Les tout premiers, ça vient de l'Empire romain. C'est l'histoire de Régulus. Vous vous souvenez, pendant les guerres de Carthage, il avait été fait prisonnier et on avait décidé de l'envoyer à Rome pour essayer d'arriver à signer la paix. Alors, Régulus, il savait très bien que les Romains n'étaient pas disposés à signer la paix. En dépit de ça, il donne sa parole d'aller à Rome pour essayer de convaincre les Romains. Et il donne surtout sa parole de revenir en arrière, même s'il était sûr qu'en revenant en arrière, il aurait été tué. Mais il avait donné sa parole, et il était hors des questions qu'il ne soit pas capable de tenir la parole donnée. Sauf que pour quelle raison la parole donnée avait la valeur d'un acte? Parce que qu'il s'agisse de l'Antiquité grecque ou romaine, surtout romaine d'ailleurs, ou par la suite du Moyen-Âge, derrière la parole donnée,
Il y a une autorité avec un A majuscule. Chez les Romains, Fides était une déesse. Et c'était elle qui était garant de la parole donnée. Et c'était elle qui allait quitter définitivement la personne qui n'avait pas été capable de tenir son engagement. Et donc la personne devenait exclue de la société. C'est pour cette raison qu'on parle des sociétés de l'honneur, dans le sens où chacun occupait une place déterminée et s'il faisait quelque chose et donc s'il montrait de ne pas être fiable, s'il n'était pas capable de tenir sa parole, il venait marginalisé, il était exclu. D'où l'importance qu'il y avait dans le fait de tenir ses propres engagements. C'est quand qu'interviennent la rupture de ces paradigmes-là. Alors, on pourrait dire, même si à chaque fois qu'on essaie de donner une date, une période particulière, il y a toujours des exceptions qu'on pourrait faire, des allers-retours, etc. Mais on pourrait dire que la rupture de ces paradigmes-là intervient au XVIIIe siècle, quand il y a différents processus qui sont en train de se mettre en place. D'une part, une sécularisation progressive de la société. Alors, petite parenthèse. J'ai parlé tout à l'heure de la société de l'honneur, du fait que la parole avait la valeur d'un acte, mais en même temps, il ne faut pas non plus penser que dans cette société, tout allait bien. Parce que dans une société de l'honneur, il n'y avait pas la possibilité de bouger par rapport à la position qu'on occupait. C'est-à-dire, il n'y avait pas la possibilité d'évoluer, c'était une société où tout était strictement codifié. La place que j'occupais était la place dans laquelle j'étais née. Il n'y avait pas cette possibilité d'évoluer. L'autorité qui était les représentants sur terre de l'autorité divine était là pour nous rappeler systématiquement ce qu'il fallait faire. On était dans des sociétés extrêmement paternalistes. Ça vient du latin, pater, du pater familias, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui savait mieux que les autres ce qu'il fallait ou pas faire. Là où aujourd'hui, on est dans une société qui n'est plus du tout paternaliste, qui n'est plus du tout hétéronome, comme on dit, dans le sens où c'est quelqu'un qui donne la loi qui vient d'en haut. Nous sommes dans des sociétés plutôt autonomes, c'est-à-dire chacun a la possibilité de se donner soi-même sa propre loi. Donc, il y a des changements qui sont aussi importants à partir du moment où on change de paradigme. Mais continuons, je reprends les fils par rapport à la rupture. Parce que même si dans cette société autonome, nous pouvons nous donner notre propre règle, c'est vrai aussi que nous avons perdu quelque chose en quittant la société de l'honneur et de la loyauté. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Vous connaissez tous Mandeville, la fable des abeilles, 1714. Je vous cite un petit passage. L'honneur, au sens figuré, est une chimère dépourvue de vérité et d'être, invention des moralistes et des politistes. C'est-à-dire, à partir de Mandeville, mais ensuite on a Adam Smith, toute l'économie politique qui s'est mise en place, etc., qu'est-ce qu'on a? On a une déconstruction de la notion d'honneur. Qu'est-ce que c'est l'honneur? Finalement, c'est rien d'autre qu'une chimère. Ce n'est plus l'honneur qui doit guider nos actions, c'est plus l'honneur qu'il faut rechercher. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Eh bien, ce qu'il faut rechercher est l'intérêt. Il y a l'émergence de la notion d'intérêt, là où, par intérêt, on entend en particulier l'intérêt individuel. Alors là, après, c'est le début de l'économie politique, effectivement. Cette idée-là est reprise et développée par Adam Smith avec sa théorie de la main invisible qui consiste, alors j'ai simplifié, je m'excuse, mais étant donné que le parcours est long, je suis obligée de simplifier, qui nous explique que si chacun se concentre sur son propre intérêt individuel, on se retrouve à la fin à maximiser les biens communs. C'est-à-dire, ce n'est qu'à partir du moment où chacun de nous pense à soi et à son propre intérêt que l'intérêt tout entier de la société va être maximisé. D'ailleurs, l'effet de se concentrer sur son propre intérêt individuel est un choix rationnel. Parce que serait-il
Qu'y aura-t-il de plus rationnel, sinon essayer de maximiser systématiquement son propre intérêt? C'est évidemment à partir de là, de cette idée qu'il faut se concentrer sur soi, que la notion de loyauté et d'honneur finalement n'ont plus tellement d'importance, qu'on arrive à un certain nombre de dérives. Et là, je vais faire un saut des siècles et j'arrive effectivement au XXe siècle. Voire encore plus près, les 50 dernières années. Parce que pendant ces 50 dernières années, les mécanismes s'est emballé. Et c'est emballé dans le sens où il n'est plus uniquement question de maximiser son propre intérêt, tout en sachant que par la maximisation de son propre intérêt, on arrivera au bout du compte à pouvoir maximiser aussi l'intérêt général. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui commence à émerger, c'est-à-dire une hyper-évaluation ou une surévaluation de la notion de confiance compétitive ou de confiance en soi. Et c'est là que je voudrais m'arrêter quelques instants, parce qu'effectivement, quand tout à l'heure je disais nous sommes dans une société où les deux mots-clés sont défiance et peur, j'aurais dû peut-être ajouter que nous sommes dans une société où, à côté de la peur et de la défiance, ou peut-être parce qu'il y a beaucoup de peur et beaucoup de défiance, il y a aussi un credo qui nous dit que ce qui compte est avoir confiance en soi. C'est le self-esteem, comme on dit aujourd'hui dans ce langage qui n'est ni anglais ni français. Alors, cette confiance en soi est devenue, pendant les 30-40 dernières années, une sorte de compétence. Il faut se faire confiance, je le disais tout à l'heure, parce que ce n'est qu'à partir du moment où je me fais confiance que je peux aussi arriver à attirer sur moi les regards des autres, tout en leur montrant que je ne dépends jamais d'eux. D'ailleurs, c'est sur la base de cette confiance en soi qu'on a aussi tendance à diviser les gens en deux grandes catégories. On retrouve d'une part les winners et d'autre part les losers. Alors, c'est quoi un winner? C'est qui celui qui réussit sa vie aujourd'hui? C'est celui, justement, qui n'a pas besoin de compter sur les autres parce qu'il n'a besoin de rien et de personne. C'est quelqu'un qui a suffisamment de confiance en soi. Encore faudrait-il comprendre ce qu'est la confiance en soi, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout de dire que la confiance en soi n'est pas importante, on les reverra à la fin, mais de quelle confiance en soi s'agit-il? Eh bien, le winner est quelqu'un, je le répète, qui n'a besoin de rien et de personne, et quelqu'un qui peut compter uniquement sur soi. C'est-à-dire, la confiance en soi est devenue une sorte d'indépendance. Je suis indépendant de tout le monde, donc je n'ai pas besoin des autres, donc je suis le seul point de repère qui me reste, donc il ne faut surtout pas faire confiance aux autres. Là où les losers sont tous ceux qui sont tellement faibles ou tellement pas capables d'assurer, qui, au fond, ont encore cette tendance à compter sur les autres, à confier leur vie ou leur travail ou leur entreprise aux autres, à attendre quelque chose des autres. Mais là, il s'agit de quelque chose qu'il faut surtout éviter parce que sinon, on n'est pas effectivement considéré comme étant un winner. Sauf que, on s'est rendu compte aussi, là, après, grâce, moi je dirais, à cette crise économique, financière, qui s'est déclenché en 2008, que tous ces discours-là idéologiques, parce que là, on est passé du côté des raisons idéologiques pour lesquelles nous sommes dans la défiance et dans la peur, eh bien, toute cette tendance à hyper-valoriser la confiance en soi et à dévaloriser la confiance qu'on peut avoir ou qu'on devrait avoir dans les autres, nous a progressivement amené dans une sorte d'impasse. Parce qu'à force de ne croire qu'à moi, et de ne pas faire confiance aux autres, c'est justement les liens sociaux qui se cassent. Or, comment peut-on dans une société ne pas faire lien avec les autres? Comment peut-on dans une société vivre avec les autres si on n'accepte pas de compter sur eux, si on n'accepte pas de dépendre d'eux? Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Nous sommes certes dans une société qui valorise l'autonomie, heureusement d'ailleurs,
Mais l'autonomie n'a jamais été indépendance. Autonomie, ça vient du grec, autonomos, c'est donner soi-même sa propre norme et sa propre règle, signifie pouvoir bâtir un projet de vie à partir de ses propres valeurs, mais signifie aussi accepter la nécessaire dépendance qui nous lie les uns aux autres. Et donc, finalement, il n'y a aucune opposition entre autonomie et confiance, et ce sont les deux piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour reconstruire une société où effectivement le tissu social est là, où on n'est pas juste désagrégés les uns des autres, en nous méfiant les uns des autres. D'autant plus que, même d'un point de vue rationnel, certains économistes, certains mathématiciens, certains sociologues ont montré que l'effet de se concentrer uniquement sur son propre intérêt, tout en étant un choix rationnel, ce n'est pas un choix qui permet réellement de maximiser les biens communs. Et il y a un petit jeu, je ne vais pas vous le faire parce que c'est un peu technique, ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, qui permet de démontrer, même d'un point de vue mathématique, que les choix irrationnels de coopérer avec l'autre en lui faisant confiance amènent au bout des chemins à une solution meilleure et donc à une maximisation réelle et meilleure du bien commun. Là où les choix rationnels de ne pas coopérer avec l'autre pour sauvegarder son propre intérêt n'amènent pas au choix optimal. C'est un paradoxe qu'on peut démontrer d'un point de vue mathématique, mais même en termes mathématiques, on se rend compte que les choix irrationnels de la coopération et de la confiance est les choix qui gagnent. Sauf que, encore une fois, pour pouvoir coopérer et faire confiance, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on parle des choix irrationnels, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'autre par rapport au simple calcul, même si au bout des comptes, avec les calculs, on arrive à démontrer que c'est les choix qui gagnent. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un véritable paradoxe. C'est pour ça qu'on l'appelle le dilemme du prisonnier. Et j'arrive maintenant à ma deuxième partie. Ça, c'était la première partie, les constats, défiance, peur, risque des théories du complot, paranoïa, avec l'enfermement à l'intérieur d'une société qui ne bouge plus, qui ne croit plus en elle-même et en l'avenir, avec une tentative, même si j'ai fait plein de raccourcis et je m'en excuse, pour essayer d'expliquer pourquoi nous en sommes venus là. Et parmi les différentes raisons, les changements des paradigmes, donc raisons structurelles, des raisons idéologiques, l'effet de remplacer l'importance qu'on donnait jadis à l'honneur par l'importance qu'on a progressivement donnée à l'intérêt individuel, avec les passages par la confiance en soi qui exclut toute possibilité de confiance en l'autre. Ce qui a évidemment comme résultat l'effet de ne pas essayer de coopérer avec les autres et de se refermer sur soi. Ce qui veut dire qu'on est dans un cercle vicieux. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on est dans cette situation-là, on est dans une impasse. Parce que la confiance est quelque chose, certes, de dangereux, je l'ai dit au tout début, je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'il nous met à nu face à l'autre, parce qu'il donne à l'autre la possibilité de nous trahir, mais en même temps, c'est quelque chose aussi de fondamental sans lequel rien n'est possible. Pour vous donner juste un exemple, si ce matin, je n'avais pas eu confiance dans l'effet de pouvoir être capable de me réveiller à 6 heures, et donc confiance dans mon portable qui sonne, confiance dans l'effet que j'étais capable de prendre les métros, et que les métros marchaient, et que les trains allaient partir, et qu'il n'y avait pas trop de retard, etc., je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, ne serait-ce que même dans les gestes quotidiens, la confiance, elle est nécessaire. Si je n'avais absolument pas confiance dans la nourriture que je mange, j'arrêterais de manger et probablement je mourrais de faim. Donc, la confiance, elle est là, elle est nécessaire. Sans confiance, rien n'est plus possible. Et pour faire confiance, il faut pouvoir lâcher prise. Parce qu'évidemment, ce matin,
qu'est-ce que j'en savais? Que mon téléphone n'allait pas tomber en panne, que l'étron n'allait pas avoir un accident et que la nourriture que j'ai mangée tout à l'heure n'allait pas faire une réaction, je ne sais pas laquelle, et m'aurait empêché de pouvoir être ici et parler avec vous. Rien. Donc l'acte de foi, il est toujours là, il faut l'intégrer quand on parle de confiance. Mais alors, comment sortir du cercle vicieux de la défiance et de la peur? Est-ce qu'on peut arriver à reconstruire la confiance? Tout à l'heure, pendant les déjeuners, on discutait et je crois que la personne qui a posé la question m'y corrigera tout à l'heure, mais la question était qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus confiance et qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'au bout d'un moment, on puisse à nouveau avoir confiance? Et moi, j'avais répondu de façon très brève en disant je vais essayer de l'expliquer. Eh bien, ce qui fait qu'il n'y a plus de confiance en certains moments, finalement, c'est pratiquement rien. Il suffit d'un rien et tout s'effondre. Il suffit d'une trahison, d'un mensonge, de quelque chose qui nous arrête brusquement et du coup, nous n'arrivons plus à faire confiance. En revanche, pour la reconstruire, eh bien, là, il faut sortir de l'idée qu'on puisse, à court terme, pouvoir faire en sorte que la confiance revienne. Parce que la confiance ne peut revenir qu'à très long terme si on revoit toute une série de données et si on ne remet pas en place la situation peu à peu en changeant effectivement les paradigmes de la société. Mais je disais que j'étais dans ma deuxième partie et dans ma deuxième partie, j'étais censée, d'ailleurs je vais les faire, vous expliquer, avant de vous dire ce qu'est la confiance, c'est que la confiance n'est pas. Et je vous ai anticipé, et là je vais essayer de l'expliquer, que la confiance n'est surtout pas deux choses. Elle n'est pas un contrat, elle n'est pas réductible au contrat, et elle n'est pas non plus identifiable à la fois. Alors, pour quelle raison il y a une différence entre confiance et contrat? Alors, nous sommes dans une société où la notion des contrats est centrale. D'ailleurs, loin de moi l'idée de vouloir dévaloriser l'importance des contrats. Il ne s'agit pas du tout de ça. La seule chose qui m'intéresse est montrer l'effet que plus on a tendance à passer des contrats, moins on a confiance. C'est-à-dire, c'est justement parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on ne fait pas confiance, qu'on a besoin de passer par la voie contractuelle. Alors certes, il faut un minimum de confiance pour pouvoir passer un contrat, pour pouvoir signer un contrat, mais c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de confiance que nous signons un contrat. Ne serait-ce que parce qu'avec un contrat signé, nous pouvons par la suite faire valoir nos droits. Nous avons passé un contrat, nous avons signé, nous étions consentants, nous avons exprimé notre autonomie, donc maintenant, les contrats n'ayant pas été respectés, eh ben, nous avons nos droits à faire respecter. Et donc, à quoi on assiste finalement? À une judiciarisation de la société. Alors, il y a des domaines dans lesquels, évidemment, les contrats est central. Encore une fois, l'un des mois, l'effet de dévaloriser l'importance du contrat. Mais prenons deux domaines. Les domaines de la médecine, dans les rapports médecin-patient, et les domaines des relations amoureuses. Eh bien, même dans ces deux domaines, on a cette tendance à vouloir contractualiser de plus en plus. Alors, commençons par les rapports malade-médecin. Là encore, grand changement, on pourrait dire des paradigmes. Tout à l'heure, je les disais en termes macro. On est passé de l'hétéronomie à l'autonomie. Maintenant, essayons de les voir en termes micro par rapport à la médecine. Voilà, vous connaissez tous la loi de 2002, mieux connue comme loi Kouchner. C'est la loi qui parle des droits des malades. Alors, c'est la première fois que d'un point de vue juridique, on reconnaît l'importance fondamentale du consentement du patient. D'ailleurs, il y a un véritable changement de perspective parce que ce n'est plus le médecin qui décide à la place du patient ce que les patients doivent faire, mais comme nous dit la loi, c'est les patients qui prennent avec les médecins la décision qui concerne sa propre santé. Et donc, c'est la consacration du consentement du patient. Alors, évidemment,
c'est un grand pas en avant, parce que les patients est là et il peut pouvoir participer à la prise des décisions. C'est d'ailleurs lui qui prend avec les médecins la décision concernant sa santé. Sauf que dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la pratique, souvent, il y a une déresponsabilisation de la part des médecins qui, parfois, se limite, notamment dans certains hôpitaux, à faire signer un bout de papier où, en signant cela, eh bien, le patient a donné son consentement, ce qui va permettre éventuellement par la suite, s'il y a un problème, au médecin de se défendre en justice. Et du coup, s'il se sauvegarde d'un point de vue juridique, c'est vrai aussi qu'il y a quelque chose qui se casse au niveau de quoi? Et bien justement au niveau de la relation de confiance, qui jadis était réellement présente dans la relation médecin-patient. Et pour quelle raison cette confiance est si importante dans ce genre de relations? Ben parce qu'il s'agit d'une relation asymétrique. Ce n'est pas comme quand je parle avec une copine et on décide si aller manger une pizza ou aller au cinéma. Quand je vais voir mon médecin, parce que je suis malade et parce que je cherche qu'il m'aide, parce que je cherche son aide et parce que je voudrais qu'il fasse quelque chose pour moi et parce que j'ai besoin de lui faire confiance pour qu'il puisse m'aider à sortir de ma situation de souffrance. Alors, il ne s'agit pas évidemment de déléguer tout au médecin, parce que je peux pouvoir exprimer mon point de vue, mais il s'agit aussi de pouvoir trouver quelqu'un sur qui pouvoir compter. Et pour pouvoir compter sur un médecin, on n'a pas besoin uniquement de ses compétences techniques, de ses compétences scientifiques, de ses compétences strictement médicales. On a aussi besoin de savoir que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, que c'est quelqu'un qui va pouvoir nous prendre en charge, que c'est quelqu'un qui va nous donner des conseils. Eh bien, tout cela est central dans la relation. Et évidemment, sans confiance, tout s'effondre. Sauf que l'effet de mettre au premier plan les consentements du patient risque d'avoir comme conséquence l'effet, je l'ai dit tout à l'heure, d'une déresponsabilisation de la part du médecin et donc l'effet de casser après ces liens de confiance qu'il y a entre malade et médecin. Il faut quelque chose d'autre. On ne peut pas juste se limiter à un rapport, à un cadre contractuel parce que ça ne suffit pas dans un état de fragilité, de faiblesse tel qu'est la maladie, tel qu'elle nous met la maladie, et donc quand nous allons consulter un médecin. Maintenant, prenons l'autre cas aussi, où cette notion des contrats, elle est quelque chose qui ne nous permet pas de prendre en compte la complexité des rapports humains. Eh bien, c'est le cadre des relations amoureuses. Alors, pour quelle raison j'ai dit que là aussi, on a une perte de confiance et une montée en puissance des contrats? Tout d'abord parce qu'il y a une multiplication. Tout cela a commencé aux États-Unis, mais ça commence à être fréquent aussi en France, à établir des contrats de mariage. Alors, par contrat de mariage, j'entends l'effet qu'on est là en train de lister toute une série de situations d'hypothèses, et donc c'est avant même qu'une relation amoureuse puisse s'interrompre, qu'on prévoit déjà la possibilité de la rupture et qu'on essaie de se mettre à l'abri de la possibilité que notre époux ou notre épouse puisse profiter de notre propre faiblesse. Alors évidemment, tout cela, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Intolérable cruauté avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones, qui met en scène de façon délicieuse la tendance, surtout aux États-Unis, à vouloir aller dans la surenchère dans ces cadres des contrats de mariage, où on prévoit tout et on essaye surtout de faire en sorte de sortir, là encore, gagnant, winner, d'une relation qui va s'interrompre. Mais il faut savoir que même ici, en France, cette tendance à contractualiser, à tout réduire à un pacte contractuel, a tendance à se généraliser. Si vous pensez que 70% des contentieux qui sont débattus au tribunal des grandes instances sont des contentieux familiaux, on se rend compte aussi de cette tendance, cette prédominance de la contractualisation aux dépenses évidemment de quelque chose d'autre, parce que si on réduit une relation amoureuse juste au fait de signer un contrat, que restait-il de l'amour, que restait-il de la confiance qui est là et qui fait en sorte qu'on puisse envisager la possibilité de construire un projet, de
construire quelque chose ensemble, de faire surgir et de donner de la chair aussi au désir qui a fait que j'ai décidé à un moment donné d'aller vers quelqu'un. Donc évidemment, tout ça pour dire, c'était pour vous donner des exemples, pour dire que on a du mal, enfin, ce serait extrêmement dommage croire que la confiance puisse n'être rien d'autre qu'un simple contrat. Parce que la confiance dépasse toujours les cas du contrat et justement est là quand on n'a pas besoin de passer par la voie contractuelle. Mais encore une fois, ça dépend évidemment des domaines. Quand j'achète un appartement, il faut bien passer un contrat, mais là, il serait aussi déplacé vouloir y mettre à tout prix cette confiance dont je parle, quand je parle par exemple des relations entre malades et médecins ou entre deux personnes qui s'aiment. Donc, les contrats est quelque chose qui n'arrive pas du tout à cerner la notion de confiance, parce que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait confiance, il est vrai par rapport au médecin, il est vrai par rapport à la personne que j'aime, il faut, à un moment ou l'autre, sauter. Et quand on saute, c'est toujours dans l'inconnu qu'on saute. D'ailleurs, il y a derrière la notion de confiance cette idée qu'il s'agit en partie d'un acte de foi. Pour Simmel, c'est un sociologue qui a travaillé en partie sur la confiance. Eh bien, pour Simmel, dans toute relation de confiance, qu'est-ce qui se passe? On croit en quelqu'un sans savoir exactement pourquoi. Et je cite, on croit en une personne sans que cette foi soit justifiée par les preuves que cette personne en est digne, et même souvent malgré la preuve du contraire. Fin de la citation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Simmel? Simmel nous dit que finalement, à chaque fois que l'on parle d'une relation de confiance, on est en train de parler du fait que quelqu'un croit en quelqu'un d'autre, sans nécessairement avoir toutes les preuves du fait que cette personne est réellement fiable. C'est un peu comme dans le cadre de l'amour. Vous connaissez tous, il n'y a pas d'amour, on dit qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Alors certes, s'il n'y a aucune preuve d'amour, il est difficile aussi de parler d'amour. Mais que serait-il un amour s'il n'était rien d'autre qu'une accumulation de preuves d'amour? Donc il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui nous oblige à envisager un saut qu'on ne peut pas contrôler, quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Mais alors, s'il est vrai qu'il y a un acte de foi, quand je décide de faire confiance en quelqu'un, pour quelle raison? J'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas identifier la confiance et la foi. Eh bien, parce qu'il y a quand même des différences entre confiance et foi. Pour une raison très simple. Quand on parle de foi, en principe, pour un croyant, la foi se réfère à Dieu. C'est-à-dire, pour un croyant, quelqu'un qui croit en Dieu croit à un être qui est fiable à 100%. D'ailleurs, Dieu, il est présenté comme quelqu'un qui est toujours fiable. Si vous prenez les Écritures, c'est le peuple juif qui trahit systématiquement la confiance de Dieu, mais Dieu, il est toujours là et il est toujours fiable. Mais justement, on est en train de parler de Dieu pour un croyant. Or, vous pensez envisageable l'effet de transposer exactement ces modèles de la foi qu'on peut avoir en Dieu, donc un être tout-puissant, fiable à 100%, justement parce que Dieu, est-ce que vous pensez qu'on puisse les transposer à l'homme, là où l'homme, par définition, est inscrit dans la finitude, est un être mortel, est un être des désirs, est un être qui n'est pas fiable à 100%, qui ne peut pas l'être, qui ne doit pas l'être. Parce que imaginez-vous, si quelqu'un était réellement fiable à 100%, qu'est-ce que cette personne serait? N'y aurait-il pas là quelque chose de mort à l'intérieur d'une personne qui aurait renoncé pour toujours à
à son propre désir qui, par définition, bouge. Parce que le désir est toujours quelque chose qui bouge. Or, être fiable à 100% signifie toujours tricher. Avec soi-même et avec l'autre. Avec l'autre, parce que je ne peux pas lui garantir. On peut promettre. On peut toujours faire des promesses. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de promettre, par exemple, d'aimer quelqu'un toujours? Je peux promettre des choses, mais je ne peux pas promettre des sentiments parce que les sentiments, par définition, nous échappent. Alors, si je promettais à quelqu'un d'être fiable, si je promettais à mon compagnon d'être fiable à 100%, de ne jamais les trahir, je tricherai à la fois avec lui et avec moi. Avec lui parce que je lui mentirai, parce que je serai en train de lui promettre quelque chose que je ne suis pas en mesure de tenir, ce qui ne veut pas dire que je l'ai trahi ou que je les trahirai. Ça peut toujours arriver qu'on ne trahisse pas. Mais promettre de ne pas trahir signifie promettre quelque chose qu'on n'est pas en mesure de contrôler, on ne le sait pas à l'avance. Donc je serai en train de tricher avec lui, mais je serai aussi en train de tricher avec moi. Parce que je serai en train de nier la possibilité que mon propre désir puisse évoluer. Et donc je serai en train de me mettre dans une case où je ne pourrai plus par la suite bouger. Et donc il y aurait quelque chose de mortifère. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces modèles-là, transposés à l'humain, posent un problème. C'est aussi parce qu'à partir du moment où on essaie de transposer les modèles de la foi en Dieu, je les répète, à l'humain, donc la confiance en l'autre construite comme une sorte de foi, comme une forme de foi, eh ben, il y a des risques majeurs, notamment de la possibilité d'une manipulation. C'est ce qui se passe dans les sectes. Qu'est-ce qui se passe dans les sectes? On a tendance effectivement à manipuler des gens à qui on dit qu'ils doivent se fier complètement, mais cette fois-ci non pas en Dieu, mais ils doivent avoir une confiance absolue et aveugle dans les gourous des sectes. Et donc, à partir du moment où on humanise les modèles de la foi, et on prétend être fiable encore une fois à 100%, et on prétend que l'autre doit lâcher prise complètement et avoir une confiance absolue et aveugle, les risques d'une manipulation et d'une instrumentalisation est toujours là. Mais même si on ne prend pas les cas extrêmes des sectes, bon, j'en parle dans mon livre évidemment parce que c'est un cas emblématique, et si on pense uniquement aux relations amoureuses, là aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit soit on triche avec l'autre, soit on triche avec soi-même, soit eh ben, on va dans quelque chose de très dangereux. Est-ce que vous vous souvenez, vous avez tous lu Belle du Seigneur, ce roman magnifique qui met en scène quoi? Eh ben, ça met en scène justement les délires de la fusion, les délires d'une confiance absolue l'un dans l'autre qui amène progressivement à l'asphyxie d'abord psychique et ensuite physique avec la mort des deux. Parce que justement, quand l'un n'existe plus sans l'autre, quand on est à l'intérieur d'une fusion parce que la confiance est aveugle et totale, on rentre à l'intérieur d'un mécanisme qui ne peut qu'étrangler et qui ne peut que conduire justement à quelque chose de tragique. Et là, j'en viens enfin à ma troisième partie. Parce que jusqu'à maintenant, je ne répète pas par rapport à la première partie, mais là, dans la deuxième partie, j'ai essayé de dire ce que la confiance n'était pas. En disant, elle n'est pas un contrat, elle n'est pas réductible au contrat, et on ne peut pas l'identifier à la fois, parce qu'à chaque fois, le risque est grand de perdre de vue l'essence même de ce qu'est la confiance humaine. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, donc je le répète parce que je repars de là, pour pouvoir faire confiance, il faut pouvoir avoir le courage de sauter. Et quand on a le courage ou quand on décide de sauter, il y a toujours une partie d'inconnu. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas perdre complètement de vue l'autre côté, c'est-à-dire,
Tout à l'heure, je disais par rapport à la confiance, je faisais les parallèles avec l'amour. Il n'y a pas d'amour, enfin, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Mais que serait un amour s'il n'était rien d'autre qu'une somme de preuves? Eh bien, c'est la même chose dans le cadre de la confiance et du rapport entre confiance et fiabilité. Les modèles qui, dans l'Antiquité, étaient un peu rigides. J'ai confiance parce que l'autre est fiable, l'autre est confiable, donc j'ai confiance. Eh bien, ces modèles-là doivent être envisagés de façon un peu moins rigide, justement pour prendre en compte la finitude, la fragilité, la vulnérabilité de la condition humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte la nécessaire ou la nécessité que l'autre se montre fiable. D'ailleurs, on dit qu'en termes peut-être un peu techniques, on dit que la fiabilité est la base austère de la confiance. La base austère signifie les noyaux durs sans lesquels on ne peut pas parler de confiance. Mais en même temps, il n'y a pas une correspondance nécessaire entre la fiabilité de l'un et la confiance que je peux lui faire. Et ça, c'est vrai dans les deux directions. Quelqu'un peut être extrêmement fiable. Donc, je peux avoir le sentiment de compter sur lui. Parce que quelqu'un peut être très compétent d'un point de vue technique, donc je peux aller les voir, je peux lui faire réparer ma voiture, je peux les faire intervenir chez moi, je compte sur lui. Mais en même temps, est-ce que je lui fais confiance? Dans la confiance, il y a quelque chose de plus. Parce que quand je compte sur quelqu'un, si cette personne n'est pas à la hauteur de mes attentes, je suis déçue. Mais je ne me sens pas trahie. D'ailleurs, ce serait excessif se sentir trahi. Par exemple, si l'électriciste venant à la maison, quelqu'un sur qui je compte faisait mal son travail, je serais déçue, mais ce serait excessif de dire que j'étais trahie. C'est parce qu'il y a une différence qui est difficile à rendre dans la langue française, parce qu'il y a un terme presque intraduisible qu'on peut traduire avec une périphrase, compter sur quelqu'un, que les Anglais appellent la reliance, être reliable. Quelqu'un de reliable est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais en même temps, le fait que quelqu'un soit reliable ne signifie pas que nécessairement je lui fasse confiance. C'est un peu comme dans le cadre de mon rapport avec les médecins. Je peux rencontrer quelqu'un d'extrêmement compétent, quelqu'un qui a toujours posé les bons diagnostics, qui a été jusque-là capable de me donner un bon pronostic, mais en même temps, il peut y avoir quelque chose d'indéfinissable qui fait que je ne lui fais pas confiance. Je compte sur lui, mais je ne lui fais pas confiance, et vice-versa. Je peux être sûre que quelqu'un n'est pas reliable, c'est-à-dire que je ne peux pas compter sur lui, et pourtant, je peux continuer à lui faire confiance. Pensez au rapport souvent entre les parents et les enfants. On sait que son enfant a promis plusieurs fois, je prends un cas un peu excessif, on sait que son enfant qui a un problème avec la drogue a promis plusieurs fois d'arrêter. Et qu'à chaque fois, finalement, il est retombé, évidemment pour des raisons tout à fait compréhensibles, parce que c'est un vrai problème, parce qu'il y a une question de dépendance, etc. Eh bien, moi, en tant que mère, je dois lui faire confiance. Et je lui fais confiance, parce que si je ne lui faisais plus confiance, de toute façon, il ne s'en sortirait pas. Mais en même temps, je peux être sûre aussi et savoir qu'il ne va pas tenir la parole qu'il m'a donnée de ne jamais plus plonger dans la drogue. Mais en même temps, c'est parce que c'est mon enfant que je lui fais confiance et que j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que j'ai confiance en lui que peut-être un jour, il s'en sortira. Donc, c'est toute une question finalement des degrés. Et les degrés est difficile aussi à mesurer. Mais c'est aussi les cas, ça peut arriver aussi dans un couple. Je peux avoir confiance en mon mari. Et en même temps, je peux savoir qu'il n'est pas si fiable que ça. Et en même temps, je continue à lui faire confiance. Alors, est-ce que c'est une forme de naïveté? Non, je ne crois pas. Il peut y avoir derrière
la volonté de croire, non parce que je suis dupe du fait qu'il n'est pas complètement fiable, mais parce que cette confiance que je lui donne comme un cadeau, comme un don, est quelque chose qui fait en sorte que les rapports peuvent évoluer et que nous pouvons par la suite construire quelque chose de différent. Et ce n'est pas par hasard que j'ai employé les mots « don ». Parce qu'en fait, je crois, c'est mon hypothèse, que si on devait essayer de définir au fond la confiance, tout à l'heure j'ai dit il y a quelque chose qui relève du sceau, il y a quelque chose qui relève de la foi, il y a quelque chose qui relève aussi de la fiabilité ou pas de l'autre, mais quelque chose qui va au-delà. Eh bien, pour donner du corps et de la structure à tout ça, je devrais probablement dire que la confiance, au fond, est un don. Et qu'est-ce que c'est un don? Un don, à chaque fois qu'on parle d'un don, on parle d'une relation asymétrique qui se met en place. C'est-à-dire un don, ça nous a été expliqué, je ne peux pas dire très bien parce que c'est dans un langage très compliqué, par Derrida. Derrida, en essayant de montrer les limites de la position de l'anthropologue Marcel Mauss, qui avait expliqué la structure du don, montre qu'il y a quelque chose d'asymétrique dans la dynamique du don. Alors, je m'explique. Dans un rapport marchand, il y a une correspondance. On est dans la symétrie. Dans le sens où il y a quelque chose que je donne, il y a quelque chose que je reçois, et tout cela est quantifiable, ou au moins devrait l'être. On est dans un circuit donnant-donnant, où tout est maîtrisé parce qu'il y a quelque chose que l'on donne et quelque chose qui est dû. D'ailleurs, c'est le cercle du crédit. Dans les crédits, il y a quelque chose de mesurable. Dans le cadre du don, c'est différent. Alors, c'est vrai que Marcel Mauss, pour expliquer les dons, il dit que c'est une structure parallèle à celle de l'échange. Il dit d'ailleurs que c'est une forme d'échange. En disant, à chaque fois que l'on donne quelque chose, il y a une obligation de la part de celui qui reçoit les dons d'accepter les dons et en même temps l'obligation de rendre les dons. Et donc il y a quelque chose qui relève de la symétrie, du cercle. Je te donne quelque chose, tu acceptes ce que je te donne et je te redonne en échange quelque chose d'autre. Donc on est dans une structure circulaire et on est dans un rapport symétrique. Sauf que, comme a très bien remarqué Jacques Derrida, si il y a cette structure-là, on casse les dons. Alors après, lui, il pousse très loin la barre en disant les dons en tant que tel est impossible. Parce que pour pouvoir réellement parler du don, il faudrait que celui qui donne n'est pas conscient du fait qu'il est en train de donner et que celui qui reçoit n'est pas conscient du fait qu'il est en train de recevoir quelque chose. Donc, les dons est l'impossible. Alors, essayons de trouver maintenant un juste milieu entre Mauss et Derrida. Il y a quelque chose dans les dons qui ne relève pas du simple échange. C'est clair, si je donne, par exemple, mon amour, mon temps ou même un cadeau, et j'attends un retour, eh ben, ce n'est plus un don, c'est un chantage, surtout quand on parle d'amour. Risque, d'ailleurs, dans les cadres des relations, par exemple, entre parents et enfants, après tout ce que je t'ai donné. Les chantages avec l'attente d'un retour. Ben, on n'est plus du tout dans les cadres du don, là. Dans les cadres du don, je donne, point. Évidemment, j'ai l'espoir que ces dons soient accueillis, j'ai l'espoir aussi d'un retour. Mais le retour est toujours incertain et il faut qu'il le soit. Eh bien, par certains aspects, dans les cadres de la confiance, quand on parle de confiance, c'est exactement la même chose. J'ai fait confiance. À partir du moment où j'ai fait confiance, j'ai fait un cadeau, j'ai fait un don. Parce que faire confiance signifie, quelque part, se mettre à nu. Se rendre vulnérable, se rendre fragile. Si je fais confiance à quelqu'un, je me mets dans la position de celle qui paie
être par la suite trahi. Si j'ai fait confiance à quelqu'un, je me mets dans la position de celle qui sait que par la suite, sa propre confiance pourrait ne pas être honorée. D'ailleurs, il y a un lien qu'on ne peut pas, quoi qu'on veuille, on ne peut pas casser, entre confiance et trahison. Et pourquoi il y a ce lien? Parce que c'est justement celui en qui j'ai confiance qui peut me trahir. Si je ne lui faisais pas confiance, il ne pourrait pas me trahir. C'est le mari qui trahit sa femme, c'est la femme qui trahit son mari, c'est le patriote qui trahit sa patrie. C'est à chaque fois que la confiance est là qu'il y a aussi la trahison. Sans confiance, pas de trahison. Je ne vais pas dire qu'à chaque fois qu'il y a de la confiance, il doit y avoir trahison. Mais disons qu'il y a trahison à chaque fois qu'il y a confiance. C'est pour ça qu'il est si facile de tomber dans la défiance. Parce qu'il est très facile, malheureusement, trahir les gens qui nous ont fait confiance ou être trahis par les gens en qui nous avons eu confiance. Donc il y a quelque chose là qui relève du fait même de notre vulnérabilité à partir du moment où nous faisons confiance. En même temps, si nous décidons de nous protéger, parce qu'évidemment, si je me rends fragile, signifie que j'accepte cette possibilité d'une trahison éventuelle, mais si nous acceptons de nous rendre fragiles, donc si nous faisons ces sauts, si nous parions, parce que finalement c'est là que je voulais en venir, la confiance est un pari, eh bien, quelque part, même si nous sommes trahis, il y a du reste. Ce n'est pas un pari perdu. C'est un peu mutatis mutandis, l'histoire du pari de Pascal. Il vaut mieux parier sur l'existence de Dieu, parce que si Dieu existe, ce que je gagne est infini. Si Dieu n'existe pas, finalement, je ne perds rien. Alors, vous dites, une seconde, si je parie sur quelqu'un, je perds et je perds beaucoup. Donc, c'est quoi cette histoire du fait que c'est comme les paris de Pascal? Alors, dans le cas de la confiance, évidemment, c'est un peu différent. Ce que je gagne n'est pas infini. Ce que je gagne, c'est beaucoup. Si la personne ne me trompe pas, ne me trahit pas. Mais au fond, même si je devais recevoir la blessure terrible de la trahison, il y aurait du reste, j'aurais gagné quelque chose parce que j'aurais gagné en termes de moi-même. Ma capacité à m'ouvrir à l'autre, ma capacité à me découvrir grâce au regard de l'autre, ma capacité à engendrer quelque chose, ma capacité à suivre mon désir, même si mon désir me met dans une situation de fragilité. Donc, il y a du reste. C'est pour ça que c'est un pari, mais c'est un pari qu'il faut faire pour avancer. Alors, est-ce qu'il s'agit pour autant d'une obligation? Non. Il ne s'agit pas d'une obligation pour une raison très simple. C'est qu'il y a effectivement des gens qui ne peuvent pas se mettre en danger parce qu'une trahison pourrait les détruire. Alors là, il y a quelque chose de subjectif, quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser parce que la subjectivité, elle est différente selon les personnes. Et pourquoi? Eh bien parce que la confiance en l'autre, donc ses sauts, ses paris, etc., est aussi liée, et là je récupère quelque chose que j'avais apparemment chassé par la porte, mais qui rentre à nouveau par la fenêtre, est lié à la confiance en soi. Alors, vous pourrez dire, mais qu'est-ce que ça vient faire, la confiance en soi, après qu'elle nous a montré que si je me fais confiance en moi, je n'ai pas besoin des autres. Mais parce que c'est la confiance en soi telle qu'elle a été définie et conceptualisée par certains. Ce n'est pas toute confiance en soi. La confiance en soi, elle est essentielle pour pouvoir par la suite s'ouvrir aux autres. Mais alors, c'est quoi cette confiance en soi sur laquelle s'appuyer comme noyau à partir duquel je peux par la suite m'ouvrir aux autres, même à la possibilité de la trahison? Eh bien, c'est ce que... Alors là, il faudrait faire une généalogie de la confiance, ce que j'essaie de faire dans mon livre, mais là, je vois que... C'est au fond... c'est qu'un pédopsychiatre qui s'appelle Winnicott appelle la capacité qu'on acquiert peu à peu à s'éteindre. C'est quand l'enfant apprend à s'éteindre, et s'éteindre signifie survivre.
même quand la mère n'est pas là, qu'il a les noyaux durs de cette confiance en soi qui va lui permettre par la suite de grandir, de devenir autonome et de faire confiance aux autres. Alors, comment on constitue cette capacité à se tenir? Eh bien, c'est, évidemment, bon, je parle de Winnicott, il y a plusieurs références qu'on peut donner, ce serait les Forda de Freud, l'effet qu'on joue avec l'effet de lancer la roquette, le roquette et les reprendre, c'est-à-dire l'effet que la mère, ou d'ailleurs les pères aussi, les parents vis-à-vis de leur enfant, quand l'enfant est tout petit, doivent être là, parce que l'enfant, quand il est tout petit, a besoin de tout, mais en même temps, doivent progressivement l'accompagner pour qu'il puisse grandir et apprendre à survivre, même si eux ne sont pas là. Alors, quand je dis que c'est des allers-retours, c'est parce qu'évidemment, quand les enfants sont petits, ils ne peuvent pas rester seuls trop de temps. Alors, il y a des experts maintenant qui essaient d'expliquer, par exemple, que pour un enfant d'1 an, une semaine d'absence correspond à 8 mois. Donc, ce n'est pas 8 mois pour quelqu'un, par exemple, de 30 ans. Alors, ce n'est pas la même perception du temps. Donc, les absences doivent toujours être là, contrôlées, maîtrisées. Ça ne peut pas être une absence trop longue parce que ça risque de casser complètement les liens mère-enfant et donc, finalement, de ne pas donner à l'enfant la possibilité de pouvoir apprendre à se tenir. Mais ça doit être fait progressivement parce que, d'ailleurs, le travail des parents est aussi celui d'accompagner l'enfant vers la possibilité qu'il va pouvoir avoir de se tenir, de se pouvoir tenir toute seule, donc devenir autonome, sachant qu'il a un noyau de confiance en soi sur lequel s'appuyer. Et c'est sur ces noyaux-là qu'on doit pouvoir s'appuyer pour ensuite faire confiance aux autres et être capable d'encaisser la possibilité de la trahison. Parce que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une obligation, parce que qu'est-ce que j'en sais moi de votre histoire à vous? Et si vous avez été abandonné? Et si vous avez été trahi quand vous étiez tout petit et je vous disais maintenant, allez, pour vivre, vous devez faire confiance aux autres. Je prendrai les risques de ne pas savoir être capable de ne pas savoir que chacun est différent. Et donc, il y a des principes, évidemment, il y a des valeurs, mais après, il y a la façon que chacun a de vivre et de pouvoir incarner dans la quotidianité ce qu'on peut théoriser d'un point de vue plus général. Mais tout ça pour dire que finalement, les jeux que j'ai décrits par rapport aux enfants, donc l'effet d'apprendre à être là et à survivre même quand la mère n'est pas là pour pouvoir par la suite devenir autonome, nous renvoie aussi, et c'est là que je vais, sur ces points-là que je vais terminer, finalement, au fait que dans la société contemporaine, justement parce qu'il ne s'agit plus de la société des jadis, justement parce qu'on n'est plus dans une société paternaliste, hétéronome, avec une autorité qui serait garant de la parole donnée. Parce que nous sommes dans une société où les mots-clés, c'est les mots autonomie. Eh bien, dans cette société-là, il faut aussi apprendre à bien distinguer l'autonomie de l'indépendance. C'est-à-dire l'effet qu'effectivement, on peut avoir son propre projet de vie, mais on ne peut pas bâtir son projet sans les autres. On a son propre projet et on a ses propres valeurs, mais c'est avec les autres qu'on peut construire quelque chose à des niveaux différents. Et évidemment, la confiance qui est liée à la dépendance aux autres se décline aussi de façon différente, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur les rapports entre confiance et fiabilité est légèrement différent si on reste au niveau des relations sociales, quand on parle du rapport entre citoyens et pouvoir politique, quand on parle de la confiance qu'il peut y avoir entre deux personnes qu'ils aiment, quand on parle de la confiance par un enfant. Mais au niveau général, après, si vous voulez, dans la deuxième partie, dans les débats, vous allez me poser toutes les questions que vous voulez sur les aspects différents. Au niveau général, quand on dit confiance, on dit dépendance nécessaire cette fois-ci. Parce que si je fais confiance, je dépends de la réponse de l'autre, qui peut être là ou ne pas être là.
Mais cette dépendance-là n'est pas en contradiction avec l'autonomie, au contraire. Je crois que les défis pour la société aujourd'hui, ce n'est pas les retours en arrière, mais c'est apprendre à vivre avec ces deux notions, autonomie et confiance, qui inclut et qui amène à la dépendance, tout en sachant que pour faire en sorte que l'autonomie soit autonomie et pas indépendance, que la confiance soit confiance à l'autre et pas uniquement autosuffisance, confiance en soi telle qu'on l'a entendu pendant des années, eh bien il faut du temps. Parce que justement, comme je l'ai dit en 3 mots en expliquant les rapports entre les parents et les enfants, c'est au début qu'on apprend à l'enfant, petit à petit, c'est que la confiance. Et donc dans une société où pendant longtemps, on n'a plus su ce que c'était, eh bien, il faut répartir dès là pour faire en sorte que, dans quelques années, eh bien, nous serons à nouveau dans une société où les vivre ensemble, les liens sociaux, soient possibles. Je vous remercie pour votre attention et je serai prête tout à l'heure à répondre à vos questions.